Bonsoir tout le monde, ça y est, nous sommes en direct et nous sommes ravis de vous retrouver. J'espère que vous avez passé tous de très belles fêtes et nous sommes ravis, toute l'équipe de l'Académie de la Nouvelle Vie se joint à moi pour vous souhaiter une merveilleuse année 2020. Et elle commence d'ailleurs très bien pour vous puisque vous êtes là avec nous ce soir. Merci beaucoup pour écouter Laetitia Trio que nous avons la chance de recevoir en ce début d'année 2020 pour Libérez-vous. Il est temps de vivre votre vie. Du coup, j'en profite parce que sinon, vous n'allez pas savoir si vous m'entendez, si je parle pas. Et moi aussi, je tiens à vous souhaiter une très bonne année 2020. C'est vrai qu'on rentre dans une nouvelle impulsion, une nouvelle énergie, une nouvelle année. Et j'espère que cette année sera surtout joyeuse et surprenante. Pleine d'amour, pleine de choses inattendues, en fait. Et surtout qu'on est dans une belle année 4, une année de construction et de matérialisation. Donc, vous êtes au bon endroit. Donc, on nous dit que tout est OK, 5 sur 5, bonsoir, parfait. C'est parfait. Ouh, on a plein de c'est parfait, donc c'est merveilleux. Vous êtes vraiment géniaux. Alors, qu'allons-nous voir ce soir? En ce jour d'épiphanie, et si vous vous offriez la liberté? À travers ce webinaire, Laetitia abordera en douceur les points suivants pour accompagner les personnes qui le souhaitent à s'extraire du brouillard mental de leurs croyances et de leurs structures limitantes. Donc ce soir, vous allez pouvoir en finir avec la pratique de la pensée positive qui vous désaxe. Aller au-delà de la violence de la communication non violente. Arrêtez de confondre spiritualité et ésotérisme. Dépasser la limitation de la pleine conscience et de la recherche de l'éveil. Et enfin, et si vous commenciez à vivre? Donc pour ceux, les rares parmi nous qui ne connaîtraient pas encore Laetitia Trio, eh bien Laetitia, rapidement, et tout d'abord, oui, rapidement, je vais pas... Oui, voilà, rapidement, c'est bien. Voilà. Laetitia est accompagnante authentique de l'être. Son attention est d'accompagner en toute simplicité, vous le savez pour ceux qui la connaissaient déjà, les êtres qui le souhaitent dans leur cheminement d'humain, avec un savant mélange de douceur et de fermeté, rehaussé, comme vous pouvez également le voir, d'un sourire véritable et désintéressé. Et elle propose de nous transmettre et de partager avec nous une spiritualité simple et accessible au quotidien. Au fur et à mesure des enseignements, nous revenons vers notre essence véritable et de devenir plus libres grâce à notre ouverture et à notre élévation de conscience. Et Ouais. nous avons la chance de l'avoir avec nous ce soir. Elle va partager tout ce qu'elle va pouvoir. Vous allez pouvoir aussi lui poser toutes vos questions. Je sais qu'elle est toujours ravie d'y répondre. Et du coup, je vais la mettre en plein écran pour que sans tarder, vous puissiez en profiter de notre Laetitia. Voilà, voilà. J'en profite aussi pour remercier donc toute l'équipe d'ANV de m'accueillir une fois de plus, parce que c'est vrai que ça fait un certain nombre de fois maintenant que j'ai la chance de pouvoir prendre la parole sur la chaîne, et c'est toujours un plaisir, et vous êtes toujours nombreux à être là. Et pour ceux qui n'auraient pas encore participé à une des conférences que je vous propose, moi j'aime bien co-créer les conférences avec vous par rapport à vos questions, dans la mesure où les questions rentrent dans le thème, bien sûr, qui est abordé à ce moment-là. Et c'est notre amie Stéphanie qui fera probablement le tri et le regroupement des questions qui se ressemblent pour qu'on puisse faire quelque chose de cohérent. Alors, ce qui est super, c'est que le hasard a fait que cette conférence tombe le jour de l'épiphanie. Et moi, j'aime bien dire que le hasard, en fait, c'est un savant mélange d'un mécanisme parfaitement millimétré pour que les choses s'emboîtent parfaitement. Et l'épiphanie, si on en revient à l'origine, c'est le moment où les rois mages arrivent dans la crèche où le petit Jésus est né pour offrir des cadeaux. Et c'est vrai que nous, on a raté un épisode là-dedans, c'est que de nos jours, on offre des cadeaux à Noël. Et on offre des cadeaux à Noël. Bon, après, chacun a sa vision de Noël, mais souvent, on offre des cadeaux qui servent pas à grand-chose.
ou qui vont nourrir une partie qui n'est pas toujours la plus joyeuse de nous-mêmes. Alors qu'à l'épiphanie, quand les rois mages arrivent, ils font des cadeaux qui ont un sens symbolique important et surtout un sens spirituel qui est important. L'un d'eux va offrir de l'or qui est dédié au roi. Le second va offrir de l'encens qui est dédié au prêtre. Et le troisième va offrir de la myrte qui est utilisée pour celui qui arrive à passer au-delà de la mort. Donc, c'est pas anodin, ni le jour qui est choisi pour cette conférence, ni la nature des cadeaux qui sont offerts. Et ce soir, du coup, je suis très contente de pouvoir vous offrir un cadeau qui, je l'espère de tout mon cœur, en tout cas c'est mon intention, pourra nourrir votre partie spirituelle et pourra vous offrir de la liberté. Parce que finalement, on tend tous à vouloir être plus libres et c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile parce que il y a effectivement nos croyances, il y a le monde dans lequel on vit et dans lequel, consciemment et inconsciemment, on se limite. Et parfois même, on en revient même au point où finalement la liberté, ça nous fait peur. Et c'est quelque chose que j'observe régulièrement et que j'ai même pu expérimenter moi-même. C'est qu'il arrive un moment où quand on arrive à dépasser un blocage, une limite, une croyance limitante, une vision du monde, on arrive dans un espace de liberté qui ressemble à du vide. On est tellement libre qu'il n'y a pas de limite. Et en fait, quand on est dans cette pas de limite, il y a un petit mouvement intérieur qui fait « Oh !» Et là, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas. Et le premier réflexe, qui est un peu absurde, mais qui en même temps est parfaitement humain, c'est de courir, retourner dans un schéma ancien pour être rassuré, se dire « Ah, ça va, ça y est, j'ai retrouvé mes limites, je suis à nouveau dans ma petite prison bien confortable, je suis bien là, je me sens rassurée. » Et après, intérieurement, il y a un autre côté qui fait « Ouais, mais alors là, du coup, je suis plus libre. » Donc, il y a une espèce de dichotomie, en fait, entre ces deux parties-là de nous, qu'on retrouve dans différentes situations et différents contextes, où il y a une partie de nous qui tend vraiment à être libre et à retourner dans cette liberté qui est le propre du créateur, qui est dans l'humain, dans sa partie, on va dire, supérieure, et l'autre partie de nous qui est quand même assez primitive et qui va vouloir systématiquement retourner dans quelque chose de connu et de limitant pour se sentir comme à la maison. Et en fait, c'est exactement ça dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on a parlé de différentes méthodes. J'ai avancé ces méthodes-là, mais ça peut en être d'autres. C'est vrai que celles-ci sont celles qui sont le plus souvent mentionnées ou en tout cas qui reviennent le plus souvent. Parce que quand on a des blocages, quand on a des difficultés, quand on a certain nombre de choses, on va tendre vers une de ces méthodes, mais j'aurais pu aussi parler par exemple de la PNL, la programmation neurolinguistique, qui est très 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 à la mode, et ça reviendrait à peu près au même. Donc, ce que j'aimerais vraiment, c'est que vous puissiez entendre qu'il ne s'agit pas de critiquer ces méthodes-là plutôt que d'autres. C'est un ensemble de méthodes, mais comme je ne peux pas toutes les prendre une à une, j'ai pris quelques exemples choisis pour pouvoir vous montrer en quoi ça peut être limitant et pourquoi ce serait intéressant d'aller au-delà de ça. Donc, la première dont je souhaitais parler, c'est la fameuse pensée positive. Parce qu'on nous rabâche les oreilles avec la psychologie positive. Les gens associent ce côté du voir le monde positivement avec de la psychologie positive. Mais en fait, c'est autre chose que ça. C'est de réussir à composer avec ce qui nous est donné pour pouvoir en faire quelque chose. Et souvent, je prends cette métaphore de quand on joue aux cartes, vous tirez des cartes, on vous distribue des cartes, vous avez vos cartes, elles sont là, vous les avez, elles sont dans vos mains, vous pouvez pas dire « Ah, transforme-toi », non, elle va pas changer ta carte, c'est toujours la même. Et du coup, vous êtes là avec votre carte, puis vous pourriez, mais ça serait absurde de se mettre en colère. « Oui, mais non, mais pourquoi est-ce que j'ai un 2 de cœur? Moi, je voulais absolument avoir des as, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Non, c'est pareil, c'est absurde. La carte, elle est là, donc soit vous êtes bon joueur, vous jouez avec, soit effectivement, vous pouvez avoir tout un tas de réactions, mais qui ne changeront pas les cartes que vous avez. Et en plus, vous n'êtes pas à l'abri d'un coup de bol. C'est-à-dire que vous n'êtes pas à l'abri, à un moment donné, d'avoir plein d'autres 2, peut-être même 4, et de faire un carré avec. Ce qui serait quand même pas mal. Donc,
l'important, c'est pas la carte, c'est ce qu'on en fait. Et dans la vie, c'est pareil. L'important, c'est pas ce dont on hérite par hasard. Et après, on peut coller une étiquette chance, malchance, ou à peu près entre les deux, on sait pas trop. Non, la carte, c'est celle qu'on a. Après, ce qui sera intéressant, c'est de la regarder, de la reconnaître, dire, voilà, c'est un 2 de cœur. Qu'est-ce que je veux en faire? Peut-être qu'on n'en fera rien, mais peut-être qu'on en fera quelque chose. En attendant, ça sert à rien de rester focalisé sur le 2 de cœur si à côté on a des bonnes cartes. On peut très bien se dire, voilà, celle-là, c'est pas celle que j'aurais voulu. Elle est là. Qu'est-ce que j'ai d'autre à côté? Qu'est-ce que je peux faire avec tout ça? Et d'en faire quelque chose de génial. Et la proposition, c'est un peu ça. Mais dans la pensée positive, pour revenir à cette partie-là, dans la pensée positive, on nous dit, voilà, tu es dans une situation et tu dois bien la prendre. Sauf que des fois, la situation, on ne peut pas bien la prendre, on ne peut pas positiver quelque chose qui n'est pas positif. Ou sinon, ça reviendrait à se dire, voilà, alors intérieurement, ce que je ressens, c'est de la colère, de la frustration, du mal-être. Mais il faut que je prenne ça positivement, il faut que je sois souriant et que je dise que c'est génial. Waouh! Comment on fait ça? Alors bien sûr, hein, on peut jouer le jeu, hein, on met en masque, on fait croire que... mais qu'est-ce qui va se passer derrière ça? En fait, il va y avoir une distorsion entre mon monde intérieur et mon monde extérieur. Or, qu'est-ce qui se passe quand mon monde intérieur et mon monde extérieur ne sont pas cohérents? Je vais développer des douleurs, des blocages physiques, pour le coup, peut-être même des blocages mentaux, parce qu'à force d'essayer de m'obliger à m'auto-faire croire que c'est génial, à force, je vais me générer des troubles mentaux. Ça peut aussi générer des maladies. C'est pas OK de vouloir absolument être dans quelque chose de positif. Il y a des situations dans lesquelles c'est pas possible. Dans ma vie, la fois où ça a été le plus le cas, ça a été, par exemple, à un moment donné, mon fils cadet, le plus petit, ça devait être la 12e fois qu'il se faisait opérer parce qu'un interne de l'hôpital n'avait pas daigné venir assez rapidement pour régler son appareillage. Il l'aurait fait, ça lui prenait 5 minutes, c'était fini, on rentrait à la maison. Sauf que comme il est venu beaucoup d'heures plus tard, c'était trop tard, on a dû l'opérer. Alors quand il s'agit d'un enfant de 4 ans, et que c'est pas la première fois, c'est assez pesant. Je me serais mal vue dans une situation où je me dis, allez, je suis positive, c'est super bien, le gars, il était feignant, peut-être qu'il avait beaucoup de boulot, mais du coup, c'est trop chouette, on va l'opérer. Non, on peut pas faire ça. Je prends exprès un exemple qui est frappant pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que ça pourrait faire. Comment est-ce que je pourrais extérieurement dire ça par rapport à mon ressenti intérieur? Bien sûr qu'intérieurement, j'étais en colère, j'étais frustrée, j'étais pas contente. En plus, l'interne qui était venu ne savait pas régler l'appareillage. C'était n'importe quoi. Et bien sûr qu'avec le recul, je peux positiver en disant, on est passé au-delà de ça, maintenant on n'a plus le problème, c'est génial. Oui, mais ça, c'est avec le recul. Quand on est dedans, qu'on vit la situation, qu'on est connecté au moment présent, on a le droit de ne pas être content, on a le droit d'être triste, on a le droit d'être en colère, on a le droit d'être vivant finalement. Pourquoi est-ce qu'on devrait systématiquement être joyeux de tout ce qui se passe? C'est pas ce qui est demandé. Ce qui est important, c'est d'être vivant. Alors bien sûr, ça peut être un peu gênant pour les gens à l'extérieur, mais il y a des moments où on s'en fout en fait. Et c'est une liberté, oui, c'est une liberté de dire, oui, non, mais là, dans cette situation-là, telle qu'on en est, ce que t'en penses du fait que je suis en colère, je m'en fous. Oui, bien sûr, je préférerais pas être en colère. Oui, bien sûr, je préférerais que la situation, ça soit pas celle-là. Mais c'est celle-là, et je suis en colère, donc je suis en colère. Ma colère te dérange, ok, écoute, je l'entends, je suis vraiment désolée pour toi. Fais autre chose. Ou si tu veux, je vais un peu plus loin. Ou voilà, de trouver d'autres manières de procéder. Mais le problème avec cette notion de pensée positive et d'être obligé de penser positivement parce qu'on nous a dit que c'est comme ça qu'il fallait faire, c'est très limitant et surtout c'est un risque. C'est un risque pour notre propre équilibre intérieur parce qu'à un moment donné, on n'est plus aligné, on n'est plus centré, on est en train de jouer un rôle, de donner des apparences, de porter un masque qui n'est pas nous, qui ne correspond pas à ce qu'on est en train de vivre.
qui n'est pas dans une vibration qui correspond avec là où on en est au moment présent. Et on a le droit de pas toujours être super agréable, souriant, aligné ou autre chose. On est vivant, on est des humains, on a des moments plus difficiles que d'autres, il y a des moments où on est fatigué quand on est parent, Dieu sait comment ça peut être fatigant, et il y a des moments, on n'y arrive pas. Et vous savez ce qui est génial quand on n'y arrive pas? C'est le moment où on arrive à le dire, écoute là, j'y arrive pas. Parce que c'est le moment où on commence à comprendre qu'en fait on est humain et que au-delà des limites que les autres nous posent, on a nos propres limites d'humain. Et qu'à un moment donné, accepter d'être vulnérable, d'être arrivé à notre propre limite, ça nous permet de pouvoir composer autrement avec. Au lieu d'être une super maman qui est là, qui assure de tous les côtés, qui accepte tout, qui se plie en 15, qui se réveille toutes les 2 heures la nuit, qui en plus est souriant avec l'autre, qui est au boulot à fond, Non, mais il y a des moments où on peut dire, ok, là, j'ai le droit en fait de faire autrement. La croyance de je dois assurer tout le temps parce que je dois être invulnérable, c'est une croyance qui n'est pas acceptable. Et cette croyance, elle va être limitante dans le sens où on ne va pas s'autoriser, on va s'interdire d'avoir des comportements ou d'accepter des choses qui font partie de notre vie. On est en train de complètement s'extirper de notre vécu, de notre ressenti. Et en faisant ça, on n'est pas en train de s'aider soi-même. Le principe même voudrait qu'on soit notre meilleur ami. Notre meilleur ou notre meilleure amie, garçon ou fille, ça c'est pareil, c'est ça qui est plutôt pratique. Mais voilà, de pouvoir se dire, voilà, si j'étais mon meilleur ami ou si j'étais ma meilleure amie, dans cette situation-là, qu'est-ce que je me conseillerais? Et ce conseil, il faut qu'il vienne avec le cœur. À partir du moment où on arrive à s'aligner à soi, à accepter d'être tel que l'on est, et qu'on vibre dans notre propre vibration, on va pouvoir trouver des solutions. Plus on va être en train de se contorsionner pour répondre à quelque chose que l'on attend de nous, et plus ça va être difficile d'avoir des réponses qui vont être créatives ou qui vont être le fruit d'une inspiration, parce que c'est ces idées créatives ou fruits d'une inspiration qui vont faire qu'on va pouvoir dépasser une situation qui est difficile. Mais pour ça, effectivement, il va falloir sortir de la limitation, ou en tout cas des croyances limitantes qu'on s'impose. Le fait de penser que le monde autour de nous s'attend à ce qu'on soit invulnérable, c'est une croyance qui est limitante en soi. Je vois passer un message, on me demande finalement quelle méthode pour sortir des croyances limitantes. On va l'aborder d'une certaine manière. Je vais répondre à cette question, bien sûr, mais avant, j'aurais voulu vous lire juste un petit extrait qui va peut-être déjà vous donner goût à quelque chose là-dedans. C'est un extrait, en fait, d'une conférence de Mikhail Omran Ivanov, où il dit, c'est très court, dans toutes mes activités, ce qui compte le plus, c'est le motif qui nous fait agir, le but que nous voulons atteindre. L'activité elle-même ne compte pas beaucoup. Si elle nous attire de la considération, si elle nous rapporte de l'argent, il ne faut pas s'en préoccuper. Tant qu'on n'a pas compris cela, on se laisse influencer par des gens qui, plongés dans le monde matériel, tirent de là leur philosophie. Et on s'attache à des valeurs qui sont fatalement destinées à disparaître. Pour accomplir une œuvre durable, il faut prendre racine dans ce qui est immortel, infini, éternel. C'est pourquoi, si vous voulez trouver une activité qui donnera véritablement un sens à votre vie, vous devez mettre au centre de vos préoccupations la parole de Jésus qui disait « Cherchez le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. » Alors, j'ai choisi ce bout de texte-là parce qu'il est en résonance avec l'idée de l'épiphanie et parce que l'idée qui est vraiment intéressante dedans, c'est la notion de peu importe ce que l'on fait, l'important qu'il y a là-dedans, c'est l'intention qu'on y met. Et finalement, quelle que soit la manière dont on va essayer d'avancer, c'est notre état d'être
qui va influencer le résultat de ce qu'on va en tirer. Si on cherche à avoir des fruits matériels, déjà, on n'est pas tout à fait sur le bon chemin. Parce que ce qui est le plus important, c'est d'aller dans une intention qui soit au-delà de ça. Et après, le matériel va se structurer pour qu'on puisse atteindre ou aller vers cette intention. Sachant que l'intention, c'est pas un objectif, c'est une intention. Un objectif, il est mesurable, il est raisonnable, il est tout un tas de choses, on lui demande plein de choses différentes. Mais c'est pas une intention. Une intention, elle n'est pas mentale, elle va être vraiment dans le cœur. Et c'est une notion, cette différence entre le mental et le cœur, donc comme on pourrait dire l'ego et l'âme, c'est deux choses qui sont différentes. Ok. Après, j'avais parlé par exemple de la communication non violente. J'ai toujours été épatée du nom de cette méthode, la communication non violente. On est en train de travailler sur l'humain, sur pouvoir dépasser des choses, et on pose que c'est de la communication non violente. Alors, sachant que notre cerveau ne comprend absolument pas la négation, on est en train de vous proposer une méthode violente. Rien que dans le nom, on sait déjà qu'il y a un loup, en fait. Il n'y a même pas besoin d'aller ailleurs. Et c'est un peu étrange. Alors, mettons de côté cette considération, parce que bon, j'aime bien m'amuser avec les choses comme ça, mais mettons ça de côté. La communication non violente, moi, je l'ai expérimentée une fois avec un ami que je connais depuis très, très longtemps. Et ce qui a été génial, c'est que j'ai appris un truc extraordinaire lors de ces sessions, c'est que j'étais incapable de savoir quels étaient mes besoins. Et je vous parle de ça, c'était il y a plusieurs années en avant. Je me suis retrouvée au milieu de l'atelier. Quand on est à l'atelier, on nous demande d'observer quelque chose. Cette observation, d'exprimer un sentiment. Suite à ce sentiment, de découvrir ou de reconnaître quel est le besoin auquel on ne répond pas ou auquel on répond partiellement, pour pouvoir, après, derrière ça, faire une proposition à l'autre pour trouver une manière d'arranger le topo. Sauf que je suis arrivée dans cette situation, on me disait rappelle-toi quand tu étais à cet endroit-là, qu'est-ce qui s'est passé dans cette situation difficile. Alors moi j'étais là, ouais, il se passait ça, il se passait ça, il se passait ça, ouais, j'étais à fond. Moi je joue vraiment le jeu, quand vous m'amenez quelque part, j'y vais, mais un véritable Mustang. Et à un moment donné, il me dit, et là, quel était ton besoin? Et là, dans ma tête, ça a fait comme dans les mangas. Un quoi? Moi? Besoin? De quoi tu me parles? Quoi? Je suis vivante? Je suis humaine? Je suis humaine. J'ai des besoins, moi? Non, pas possible. En fait, j'avais passé tellement de temps à m'occuper de répondre aux besoins de la terre entière autour de moi que je m'étais même pas dit à un moment donné de ma vie que potentiellement, peut-être, j'avais un besoin. Et pour moi, ça a été, mais là, pour le coup, je sais ce que c'est de sortir d'une vision du monde et d'être télescopé, mais sur quelque chose à 1000 années-lumière. Et j'ai passé plusieurs jours en me disant, mais attends, mais j'ai pu avoir un besoin, mais qu'est-ce que c'était? Mais qu'est-ce que c'était? Et de ce côté-là, j'ai trouvé que la communication non violente, c'était génial, parce qu'au moins, on pouvait apprendre que, ouais, on a des besoins. Certains même découvraient qu'ils avaient des ressentis et que, on pouvait faire des demandes par rapport à ça. Et ça, c'est le côté qui est super pour pouvoir prendre conscience de certaines choses et de pouvoir dépasser certaines limites, en tout cas. Peut-être justement, après, au-delà de ça, certaines croyances, le fait de penser qu'on peut fonctionner sans le ressenti, sans le corps, sans les besoins, sans tout ça. Mais après, il y a eu un autre côté rapidement que j'ai pu voir, c'est que dans toutes les méthodes, il y a une limitation. Parce que la méthode, c'est quoi? La méthode, c'est mettre un cadre autour de quelque chose. Jusque-là, tout va bien, les cadres, on en a souvent besoin. Mais c'est qu'après, il y a une espèce de catégorisation, de mise en place d'étapes très strictes, structurantes, certes, mais strictes. Pour moi, c'est hyper difficile parce que dans mon mode de gestion du monde et d'apprentissage, je ne rentre pas du tout dans ce type de fonctionnement, donc j'arrive rapidement à voir où sont les limites du truc. Et je me suis rendu compte que tant qu'on était dans la méthode et qu'on l'appliquait avec des gens qui sont dans la méthode et qui l'appliquaient, jusqu'ici, tout va bien. Mais à partir du moment où vous êtes confronté à quelqu'un qui n'applique pas cette méthode-là et que vous essayez de communiquer avec elle, là, vous rentrez dans un monde où vous avez l'impression de croiser des gens qui ne vivent pas dans le même monde que vous. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas comprendre.
parce que vous allez exprimer votre ressenti avec des mouvements, les gens vous regardent de travers, et puis vous vous mettez à nu pour expliquer quel est votre besoin. Et tout va bien tant que l'autre en face a envie de répondre à votre besoin. Mais si l'autre en face, une fois que vous êtes mis à nu, à plat ventre, et que vous avez dit « Voilà, j'ai absolument besoin de ça », l'autre te dit « Bah non, pourquoi tu veux que je te donne ça? Moi, je l'ai pas. Hein. Moi aussi, je suis en demande, j'ai besoin d'un truc. C'est l'antithèse de ce que tu me demandes. Alors, va te rhabiller et dérape, quoi. » Mais le choc, j'ai vu des gens dans des états dramatiques où ils avaient investi beaucoup de temps là-dedans et au final, il n'y a pas de réponse. Et du coup, ce qui est intéressant, ce serait de garder cette idée qu'effectivement, on peut avoir une observation factuelle de ce qui se passe, d'accéder à ce qu'on ressent, de reconnaître notre besoin, et avant de faire une demande à l'autre, de se dire, OK, là, dans mon besoin, idéalement, la réponse à mon besoin, ce serait, par exemple, que l'autre fasse ci ou ça, mais comment est-ce que je pourrais faire, moi, pour répondre moi-même à mon besoin sans avoir à passer par quelqu'un d'autre? Et là, on passe à quelque chose de beaucoup plus large. On évite de rentrer dans un processus de triangle dramatique où tout à coup, ben moi, je suis la victime parce que j'ai un besoin. Et toi, je te regarde en sauveur. Si tu me dis oui, tu vas être mon sauveur, tu vas répondre à mon besoin. Et si tu me dis non, oh mon Dieu, c'est l'horreur atroce, inacceptable, tu vas être mon pire persécuteur. Enfin, c'est un truc, enfin, c'est difficile d'aller là-dedans. Ce serait peut-être plus intéressant de rentrer dans quelque chose de, ouais, voilà, moi là, je suis vulnérable, j'aurais besoin de rencontrer ce besoin-là. Qu'est-ce que je pourrais faire pour m'aider? Et si j'ai besoin que quelqu'un m'aide, je suis peut-être pas obligée de définir que ça doit être telle personne qui était face à moi à ce moment-là. Donc, d'aller un peu plus loin. En fait, la proposition, c'est toujours d'aller plus loin que la méthode, d'aller plutôt vers soi et de comprendre comment on fonctionne, de faire en sorte de se découvrir soi-même toujours davantage et de faire un avec soi déjà, de s'unifier, à un moment donné, d'arrêter d'aller chercher en fait à l'extérieur la réponse. C'est surtout ça. Parce que tant qu'on est en train d'aller chercher la réponse à l'extérieur, et c'est notamment ce qu'on fait quand on va chercher des méthodes, c'est tout le temps qu'on ne prend pas pour aller rechercher à l'intérieur. Parce qu'on fait une méthode, une autre méthode, une autre méthode, une autre méthode, une autre méthode, et en fait, on n'avance pas. Parce qu'au moment où il va falloir mettre les mains dans la pâte pour aller faire de la pâtisserie, on va dire comme ça, pour se transformer, pour créer quelque chose, tant qu'on ne le fait pas, on est dans la théorie. Et tant qu'on est dans la théorie, on n'est pas dans la pratique. Or, on vit dans la pratique. Et du coup, ce qui est important, c'est d'aller au-delà de ça. Après, il y a cette autre notion autour des croyances limitantes. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui, pour pouvoir sortir de leurs croyances limitantes, vont s'investir dans le développement personnel, dans la spiritualité et dans la spiritualité. Alors, je fais exprès, hein, je le dis 2 fois, parce que donc le développement personnel, il faut bien comprendre ce que c'est que le développement personnel. Le développement personnel, ça va être le développement de la personne, personnelle, de qui vous êtes aujourd'hui dans cette vie-ci. C'est pas accéder à qui vous êtes dans votre quintessence au fond de vous, au-delà du masque de l'incarnation. On est vraiment dans cette vie-ci. On n'est pas dans l'ensemble de qui on est en profondeur quand on repose le rôle, le masque, les habits, tout ce qui va avec. Le développement personnel, c'est ça. C'est le développement pour pouvoir répondre aux besoins, notamment de l'ego. Sinon, c'est pas du développement personnel, ce serait du développement individuel, par exemple. Et quand je dis de la spiritualité ou de la spiritualité, c'est parce qu'aujourd'hui, le mot spiritualité, et je sais que j'en ai déjà beaucoup parlé, souvent parlé, la spiritualité a été galvaudée. Aujourd'hui, la spiritualité, c'est tout ce qui touche à l'immatériel. On part du principe que c'est de la spiritualité. Sauf que dans cette notion de spiritualité galvaudée, on fait rentrer tout ce qui est ésotérique. Sauf que ce qui est exotérique n'est pas de la spiritualité. La spiritualité, c'est justement de retourner en lien avec cette partie de nous qui est divine, qui est éternelle en fait. Et c'est autre chose. Alors,
derrière ça, il y a toute la notion de « Ok, mais alors la spiritualité, c'est la pleine conscience. » Alors ça aussi, j'adore ce terme de pleine conscience. Est-ce que vous avez réfléchi un petit peu à ce que c'est la pleine conscience? Et souvent, j'ai regardé ce terme en me disant « Ouais, la pleine conscience, c'est beau, c'est chouette. » Oui, mais en fait, on ne peut pas être en pleine conscience. On est humain, là, tout de suite, là où on est. On est des humains, c'est-à-dire que nécessairement, on a une conscience qui est limitée. Elle ne peut pas être pleine, elle est nécessairement limitée. Sinon, on est Dieu, on est Dieu, et donc là, on est dans la pleine conscience. Et en fait, ce que vous propose la pleine conscience, c'est de la prise de conscience de la manière de pouvoir reprendre conscience de vos perceptions. Mais on est dans un état de perception en pleine conscience sur 5 éléments. On est sur le VACOG, le fameux VACOG qu'on retrouve en PNL. D'ailleurs, j'en parlais tout à l'heure de la PNL. Mais c'est vraiment ça, ça va être la vision, les odeurs, les bruits, le tactile, j'en ai oublié un, le goût. Et on est dans ça, la pleine conscience, entre guillemets, ça ne touche que les 5 sens humains. On est encore dans le niveau du personnel. La pleine conscience, on est niveau développement personnel. On n'est pas monté entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas, il n'y a pas de niveau, mais on n'est pas dans entre guillemets, la sphère, ouais, on va pouvoir dire comme ça, de la spiritualité telle qu'elle est réellement. Donc, ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir voir les choses autrement. Et voir les choses autrement, ce serait quoi alors? La recherche de l'éveil, par exemple. Alors, l'éveil, c'est top parce que si vous regardez bien, on a commencé à naître en tant que bébé. Et quand on est bébé, toute la première phase que l'on vit, ça s'appelle l'éveil. C'est assez sympa quand même. C'est que la première chose qu'on apprend quand on s'incarne, c'est à s'éveiller. Mais on s'éveille à quoi au départ? On s'éveille à comprendre qu'on a un corps. Enfin, déjà comprendre qu'on est limité, entre guillemets, parce qu'au début, on pense qu'on est tout. Tout ce qui est autour de nous, maman, c'est nous, papa, c'est nous, le chien, c'est nous, le sol, le biberon, enfin, tout est nous. Et puis, à un moment donné, on apprend que, non, nous, c'est juste autre chose. Alors, on arrive à comprendre qu'il y a des parties de nous qu'on arrive à bouger. Alors, on voit des bébés comme ça, qui s'extasier pendant des heures sur leurs mains. Ils sont en train de prendre conscience qu'ils ont une main. Et l'éveil, c'est ça, c'est cette capacité de prendre connaissance, en fait, de ce qui nous appartient, entre guillemets, de ce qui fait partie de nous. Et cette recherche de l'éveil, elle est intéressante à un certain niveau, dans le sens où effectivement, on peut continuer tout au long de notre vie à prendre conscience, à élargir notre conscience pour pouvoir mieux comprendre qu'est-ce qui fait partie de nous. Parce qu'au-delà de cette matière qu'on a appris à maîtriser tout petit pour après apprendre qu'on veut essayer de la mettre de côté pour plus ressentir nos sentiments et finalement retourner à ressentir les sentiments et les émotions et le reste et d'essayer d'aller plus loin, ce qui est assez rigolo parce que du coup on fait des allers-retours. À un moment donné, on peut s'éveiller un peu plus loin. Sauf que j'ai remarqué, après je dis pas que c'est toujours le cas, mais souvent les personnes qui sont en quête d'éveil, elles ont tendance à se couper de la vie. C'est-à-dire qu'elles vont faire des retraites pendant des jours entiers. Elles vont choisir, par exemple, comme je suis en quête d'éveil, je vais pas avoir de famille parce que si j'ai une famille, ça veut dire qu'il faut que je m'occupe de ma femme ou de mon mari, ça veut dire qu'il faut que je m'occupe des enfants, ça va être difficile, il faut que j'aille travailler, etc., etc. Donc, on fait des choix, entre guillemets, de non-vie pour pouvoir avancer un peu plus loin dans l'éveil. Mais cette quête d'éveil, elle se fait individuellement. Alors, c'est rigolo parce qu'on en retourne encore à ce point-là, c'est que c'est individuel. Sauf que la vie, c'est vivre ensemble. La vie, c'est les interactions qu'on a avec le reste du monde. La plupart des légendes originelles expliquent qu'au départ, il y avait le tout, l'absolu, Dieu, appelez-le comme vous voulez, et qu'à un moment donné, pour pouvoir prendre conscience de qui il est, il a dû se diviser. Parce qu'à partir du moment où on est deux,
ben, on peut apprendre à savoir qu'est-ce qui est moi, qu'est-ce qui est toi. Et c'est ça qui est intéressant, notamment souvent je le dis dans le couple. Dans le couple, on est un face à l'autre et on est en train de pouvoir reconnaître grâce au feedback que nous fait l'autre, que ce soit verbalement, non verbalement ou dans les expériences qu'on fait, on apprend à mieux connaître qui on est. Et ça se fait en le vivant. Et ce qui va nous aider aussi à savoir qui on est, c'est la vie elle-même. C'est-à-dire que tous les jours, on va être confronté à des situations où, comme c'est difficile, on va être obligé de se remettre en question. Et se remettre en question, c'est pouvoir retourner vers soi, à l'intérieur, de rentrer vraiment à l'intérieur en introspection. Donc, on vit quelque chose grâce au miroir que nous fait l'extérieur, mais grâce à cette prise de conscience de ce que nous fait vivre l'extérieur, on va retourner à soi et on va rentrer à l'intérieur pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui est en train de jouer à ce niveau-là. Et en fait, il n'y a pas besoin, c'est pas une méthode. C'est là où il n'y a pas de limite, parce que c'est pas une méthode. Si c'était une méthode, ce serait limitant parce qu'on serait obligé de faire comme quelqu'un nous a dit qu'il fallait faire. Sauf que le quelqu'un qui nous a dit que c'est comme ça qu'il fallait faire, ça marche bien à partir du moment où vous avez la même personnalité que l'autre, ou le même mode d'acquisition, le même mode d'apprentissage, la même structure intérieure essentielle individuelle, que vous avez les mêmes stratégies, modes de fonctionnement, etc. Je ne sais plus où j'en étais, mais bref, que tout cet ensemble-là est en adéquation avec la méthode en question. Et il faudrait que cette méthode, elle puisse s'adapter universellement à tout le monde. Ce serait tellement improbable, en fait. Le jour où une méthode est adaptable à tout le monde, ce sera une sacrée avancée, mais c'est que c'est pas une méthode. Même à un moment donné, j'avais un petit peu taquiné des gens de la PNL parce que Grinder et Bundler n'étaient pas d'accord sur leur propre méthode, sur les mouvements oculaires. Et il y avait eu tout un truc, une polémique autour de ça, et j'avais trouvé ça génial. Parce qu'il y avait plein de gens qui continuaient à vendre de la PNL, qui se basent sur ces méthodes-là, alors que les deux fondateurs originels n'étaient pas d'accord. Et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. C'est-à-dire que même quand les fondateurs d'une méthode ne sont pas d'accord et que donc il y a un truc qui ne fonctionne pas dans la méthode, derrière ça, il y a encore des milliers de gens qui sont en train de vous vendre cette méthode comme quelque chose de parfait, de nickel, ça va sauver votre vie. Et cette notion même de ça va sauver votre vie, en fait, déjà, à la base, c'est qu'il y a un problème. Pourquoi est-ce que ce serait une méthode qui va sauver votre vie? Non, votre vie, elle est là, elle est déjà sauvée. La seule question à se poser, c'est qu'est-ce que vous avez envie de vous apporter dans cette vie-là pour pouvoir aller un peu plus loin? Quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, en quoi est-ce que cette situation vous fait miroir sur quelque chose que vous avez besoin de travailler? Alors, bien sûr, c'est beaucoup moins facile. Parce que du coup, on n'a pas la méthode. La méthode, sinon, on l'applique, voilà, bon élève ou pas. Et hop, paf, on a une solution ou pas. Mais c'est facile, on a la méthode. Non, là, ça demande de prendre le temps, de se poser, de rentrer à l'intérieur, de se connecter à soi. Ça prend du temps, hein. Déjà, il faut avoir envie d'y aller. Et en plus, on risque d'aller gratter un coin plutôt sombre où on avait juste une envie, c'était de pas y aller. Donc, c'est vrai que c'est pas facile. Et c'est là où il y a des accompagnements qui sont intéressants. Parce que il faut que ce soit un accompagnement qui soit personnalisé, qui soit sur mesure, qui rentre dans quelque chose qui va avec votre structure profonde, votre essence, votre coloration, votre histoire, votre mode d'apprentissage, tout votre système en fait, qui correspondent à qui vous êtes et ce dont vous avez vraiment besoin, pas une espèce de comment on appelle ça déjà, un patron. Hein, quand on fait de la couture, on fait un patron et on découpe dedans. Oui, sauf que les patrons des méthodes, ça s'applique pas à tout le monde parce qu'il suffirait que tout le monde soit pas fait du même matériau. Il y en a qui sont en tissu, s'il y en a un qui est en métal, ça va être difficile de le découper avec des ciseaux de couture et ça s'adapte pas très bien. Donc, il n'y a pas de solution miracle. La seule solution miracle, ça va être
la solution qui est la vôtre et qui correspond à qui vous êtes, où vous en êtes et ce que vous avez à apprendre. Parce que tout le monde n'a pas à faire le même apprentissage. Et il y a des solutions qui vont être parfaites pour une personne, ou peut-être pour 1000 personnes, mais pas pour une de plus. Ou peut-être que la solution qui était super pour votre voisin, ben, elle va être extrêmement mauvaise pour vous. Donc, il y a la recherche de conscience, en fait, la recherche de libération, elle va venir de vous. Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire tout seul, mais il y a des choses qui vont être souvent beaucoup plus faciles que ce qu'on pense. Je me souviens pour le coup d'une personne qui avait fait je sais plus, 25 ans, je crois, d'accompagnement. Heureusement pas avec moi parce que j'adore les personnes que j'accompagne, mais c'est vrai que si je les vois vraiment trop longtemps comme ça, je me dis que je suis vraiment foireuse, en fait. Mais bon, elle avait continué en bonne élève à faire cet accompagnement. Et en réalité, quand elle est venue me voir et qu'on est allé regarder sa structure, on s'est rendu compte qu'en fait, la seule chose dont elle avait besoin, bah, c'était de prendre du temps pour elle et d'accepter, de s'autoriser à prendre 5 minutes par jour pour être dans la nature. Mais ça a changé sa vie. Ça a l'air très, très basique ce que je vous dis. Mais elle, sa solution, c'était ça en fait. Sa solution, c'était s'autoriser à s'arrêter 5 minutes par jour pour aller être dans la nature, contempler la nature, ou même juste être là au milieu de la nature. Sauf que dans son éducation, on lui avait expliqué que c'était mal de rien faire. Et il y a beaucoup de gens de la génération avant la mienne qui ont ce même problème, c'est qu'à partir du moment où ils s'arrêtent d'être dans leur tête, d'être dans le mouvement, et qui prennent le temps d'être, de vivre, ils culpabilisent tellement qu'ils ne le font jamais. Donc, ils sont dans un système de non-vie, en fait, où ils accumulent des tâches, des activités sans jamais s'arrêter. Et du coup, ils n'arrivent pas à être heureux. Parce que ce dont ils ont besoin, c'est de se nourrir de la vie. Ils ont besoin d'être en connexion avec la nature, avec la vie. Et c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a d'autres exemples où, par exemple, la solution, ça va être d'accepter que ben non, votre père ne vous dira jamais que vous êtes formidable et quoi que vous fassiez, il vous dira jamais que vous êtes formidable. Et qu'à partir du moment où vous arrivez à prendre conscience que tout ce que vous faites et tout ce que vous mettez en œuvre dans votre vie jusque-là, c'était pour que votre père un jour vous dise que vous êtes formidable et que vous prenez conscience de ça et que vous arrivez à reconnaître que en fait, bah, c'est absurde parce que ça n'arrivera pas et que même si ça arrivait, bah, en fait, vous vous en foutez, bah, vous dépassez en fait cette limite qui vous garde prisonnier dans des boucles, dans des processus qui sont pas bons pour vous. C'est pour ça que souvent je parle de structure, de votre structure personnelle, parce que votre structure personnelle, elle parle de ce qui se passe bien sûr mentalement chez vous, mais aussi ce qui se passe intérieurement chez vous. Parce que notre structure, elle est à plusieurs niveaux. Elle est sur toutes les dimensions de notre être et il y a des interactions qui se font entre tout ça. Donc, le point essentiel, c'est cette notion-là. C'est la notion d'essence, de quintessence, de structure et de savoir que on est humain et on est unique. Et comme on est humain et qu'on est unique, ce qui est intéressant, c'est d'apprendre à mieux se connaître pour comprendre, prendre conscience de notre structure, mais notre structure intérieure. Donc, bien sûr, l'extérieur nous aide en nous faisant miroir, mais la réponse, elle est à l'intérieur. Alors, je sais que vous l'avez entendu déjà maintes et maintes fois, l'histoire de la réponse était à l'intérieur de vous parce que tout est à l'intérieur de vous. Oui, c'est une vérité. Ok, mais comment je fais pour aller à l'intérieur de moi? Et c'est là où moi, j'aime bien intervenir. Et c'est la proposition que je vous ferai juste après pour qu'on puisse accéder à ces structures de façon personnalisée, même si ça se fait en groupe, mais pour que vous puissiez commencer à accéder à ça. Dis-moi Stéphanie, comment tu veux qu'on procède? Est-ce que tu veux que je parle un petit peu de ça et après on prend les questions ou on fait dans le sens inverse? Oh, vas-y, tu peux en parler. Là, normalement, tu m'entends, hein? Ok. Oui.
Tu peux en parler, Oui, je t'entends. pas de Mais c'était le souci. début, il n'y avait pas le son. D'accord. Je vais d'ailleurs vous mettre D'accord. le bouton où vous pourrez cliquer pour aller voir tout ce dont tout ce dont va vous parler Laetitia. Alors, l'idée, c'était de pouvoir vous proposer de faire des ateliers de groupe qui vont se faire en 3 fois. Sachant que les ateliers vont s'étaler sur 3 mois. Alors, j'aime bien étaler pour une raison qui est plutôt simple, c'est que entre le moment où on parle de quelque chose, on aborde quelque chose, on va toucher un point clé, et le moment où on va pouvoir l'intégrer à différents niveaux et puis que ça puisse faire miroir à certaines occasions et dans certains contextes de notre vie, je trouve ça toujours intéressant d'avoir le temps, d'avoir cette expérimentation-là et de pouvoir regarder où on en est. Parce que si on accumule, entre guillemets, des savoirs et des enseignements et qu'on ne prend pas le temps de les intégrer, en fait, ça ne sert à rien. Parce que au lieu d'en faire l'acquisition, en fait, ça passe dans notre mental et ça reste dans notre mental. Et en fait, on a appris un truc qui nous sert à rien. Et c'est souvent ce qui se passe avec l'accumulation justement des méthodes, comme je vous le disais. Et c'est pour ça que c'est important d'aller un peu plus loin que ça. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était de vous proposer donc 3 ateliers qui s'appellent Retour à l'essentiel. Et l'idée, c'est de pouvoir rentrer petit à petit en profondeur pour aller toucher justement votre structure, votre essence, et pouvoir enlever des couches, de pouvoir avoir des élargissements de conscience, je préfère parler d'élargissement de conscience, peuvent être issus de prise de conscience, mais que ça puisse se faire de façon progressive. Donc les 3 ateliers ont chacun, entre guillemets, un thème différent. Le premier, il commence ce mois-ci, c'est le 16 janvier, c'est un jeudi à 20h30, et il s'appelle Être. Ça me semblait être un bon départ. Et dans cet atelier, l'idée, c'est d'aborder tous les sujets et les thèmes qui sont autour de nos identités, de notre identité. Et il y a des gens qui ont plusieurs identités parce qu'ils ont des masques, c'est pour ça que c'est venu comme ça. Nos valeurs, le projet de vie, le travail ou mon activité de vie. Tous ces points-là, toute cette zone qui parle finalement de soi. Le deuxième atelier, il va un peu plus loin parce qu'on commence par soi, donc on va dire le 1, et après on passe à l'atelier 2. Et l'atelier 2, il s'appelle s'aimer. Alors, s'aimer, oui, mais on peut s'aimer aussi soi. Oui, mais quand on s'aime soi, il y a une espèce de dichotomie entre moi et moi-même et moi à qui je me donne de l'amour. Donc, c'était intéressant quand même d'être dans cette notion de 2 parce qu'il y a effectivement tous les questionnements et les problématiques qui sont en rapport avec l'amour, que ce soit l'amour que je m'offre, que ce soit celui qui se joue dans mon couple ou dans ma vision du couple. Et ce sera aussi un espace pour aborder, si vous le souhaitez, tout ce qui est lié à votre vie de femme, votre vie d'homme, votre sexualité. Tout ce qui est autour de cette notion d'être à 2 et de cette notion de génial qui est l'amour. Parce que comme je dis toujours, en fait, en vérité, la seule chose qui existe, c'est l'amour ou le manque d'amour ou le pas assez d'amour, mais en tout cas, c'est toujours une notion d'amour. Et après, l'atelier 3, c'est pour aller plus loin et donner du sens. Donner du sens à la fois au quotidien, à notre travail, au monde et à l'univers, à mes relations avec tout ce qui existe, l'humanité, et mes amis, ma famille, les autres, ma spiritualité, tous les thèmes qui peuvent vous toucher de loin ou de près. Voilà, voilà, voilà. Donc, si vous avez des questions, un programme on va les prendre maintenant. Qui a l'air assez magnifique en plus avec tous les avantages, si vous avez l'occasion d'être là aux heures des ateliers, du direct, où vous pourrez donc poser toutes vos questions Oui. en direct pendant l'atelier. Si vous avez des questions plus personnalisées, on va dire, c'est vraiment formidable comme type de format ce que tu proposes. Merci Laetitia pour nos académiciens. Quel beau cadeau, hein. Déjà, vous avez le jour des rois mages, vous avez moi et puis Fanny qui s'est retrouvée là. C'est ça. C'est une blague que j'ai vue sur YouTube où on m'a tagué dessus, je trouve ça très drôle. Il y a les rois mages et puis Fanny. Voilà.
Et donc, du coup, là, vous avez aussi Laetitia qui vous offre un super cadeau ce soir, qui pourra, pourquoi pas, vous faire transformer tout ce que vous avez en or, hein, qui est un des cadeaux des rois mages. Oui, ce qui est important, et c'est vrai que j'ai pas suffisamment peut-être appuyé dessus, c'est que si vous pouvez être en direct sur ces ateliers-là, ce serait vraiment, vraiment bien parce que dans ce cas-là, chacun passera, entre guillemets, à son tour s'il le souhaite, pour pouvoir rentrer vraiment en introspection, en profondeur, et on prendra le temps nécessaire pour que toutes celles et ceux qui veulent faire, entre guillemets, l'exercice ou l'expérience en tout cas, puisse le faire. J'ai pas voulu limiter le temps pour qu'on puisse vraiment faire quelque chose de très 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 personnalisé, puisqu'il s'agit de toucher votre essence, toucher votre structure et aller vraiment dans cette profondeur-là. Voilà. Alors, on a une question qui remonte au tout début de la soirée de Chris qui disait: Bonsoir Laetitia, comment libérer l'enfant intérieur? Est-ce que ça, c'est quelque chose que tes ateliers vont permettre aussi peut-être de faire? Alors, la libération de l'enfant intérieur, c'est effectivement quelque chose de spécifique sur lequel on peut travailler, notamment dans le premier atelier où on parle de soi. Parce que souvent, ce qui est nécessaire, c'est de pouvoir retourner en contact avec cette partie-là de nous, qui est toujours là, hein, puisque cet enfant est toujours à l'intérieur de nous. Après, il est plus ou moins muselé, on lui laisse la place plus ou moins de s'exprimer. Et c'est justement en retournant à la connexion avec cet enfant intérieur qu'on va pouvoir aller toucher notre essence. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, souvent on fait une boucle entre le moment où on commence notre réveil, on arrive à être dans cette phase haute, on va dire, de l'éveil, qui est l'enfant à 7, 8, 9, 10 ans dans les comme ça, où à ce moment-là, on sait qui on est. Parce que on est vraiment dans la spontanéité, dans la partie vivante, vraie de soi, où on s'en fiche un peu de ce que pensent les parents, de ce que pense le voisin. On est juste dans le moment présent et dans la joie d'être un enfant. On n'est pas dans une espèce de poids d'obligation. Alors, je fais une généralité. Je suis bien consciente que ça n'est qu'une généralité parce qu'il y a des enfants qui, à cet âge-là, sont déjà obligés de rentrer dans d'autres choses. Mais normalement, dans une évolution, on va dire, naturelle, c'est un moment où on sait qui on est. Et si on a la chance ou la malchance, chacun voit comme il veut, d'avoir un caractère et une personnalité plutôt affirmée, on sait vraiment qui on est. Et donc, cette libération de l'enfant intérieur, elle passe par cette rencontre-là. Et effectivement, c'est quelque chose qui fait partie du premier atelier, l'enfant intérieur. À un moment donné, on va y être confronté nécessairement, puisque c'est très très rare que dans un groupe, personne n'ait cette partie-là à aller visiter. Emmanuel demande: le blabla du mental fait parasitage. Que faire au quotidien? Alors, pour le blabla mental, ce qui marche le mieux, et jusque-là, on n'a pas fait mieux, c'est la méditation. Mais entre guillemets, la vraie méditation. Parce que c'est pareil, aujourd'hui, la méditation, c'est une espèce de marque de fabrique de tout plein de choses. Et en fait, à la base, la méditation, c'est, comme dirait un ami à moi, ça revient à peu près à prendre une douche. C'est-à-dire que la plupart d'entre nous se lavent au moins une fois par jour. Ben, la méditation, c'est la douche de notre mental. C'est ce qui va nous permettre de bien laver notre mental pour enlever toutes les idées parasites, tout ce blabla inutile, et de pouvoir se refocaliser sur qu'est-ce qui est vraiment présent là aujourd'hui. Après, il y a une petite méthode, entre guillemets, parce que c'est pas une méthode, mais il y a une petite pratique assez simple pour ce blabla. Elle se fait en 2 phases. La première, c'est de pouvoir observer qu'est-ce qui est dans ce blabla point par point. Donc on découpe, ok, quelle est la première information que j'ai dans ce blabla? Oui, mais j'ai pas fait ça, et du coup il va se passer ça, et du coup il va se passer ça, et du coup il va se passer ça, et ça va empirer ça, et puis à la fin on va tous mourir. Non, je vous fais une blague parce que j'ai un de mes fils qui fonctionne comme ça. Genre, j'ai pas pu faire de vélo aujourd'hui, donc tout le monde va mourir, la Terre va exploser. Mais le mental fonctionne un peu comme ça. Donc c'était ma petite boutade du soir.
Mais le mental a cette tendance-là où il commence par un truc, et puis un autre truc, et un autre truc, et un autre truc, et puis il se raccorde à une ancienne boucle, et une autre ancienne boucle, et il ressort les vieux dossiers, et puis ça devient un truc énorme qu'on n'arrive plus à gérer. Et en fait, le meilleur palliatif pour arrêter son processus, c'est en fait de découper les éléments un par un, de prendre le premier. Ok, donc le premier élément, la première entrée, c'est tel point. Ok, par rapport à tel point, aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, qu'est-ce qui dépend de... Est-ce que ça dépend de moi déjà? Et dans ce qui dépend de moi, qu'est-ce que je peux faire là, tout de suite, là, maintenant? Je peux faire quelque chose? Ok, je le fais tout de suite et je le fais de la meilleure façon possible. C'est important, ce petit détail, de la meilleure façon possible par rapport à ce que je pense ou de ce que je ressens là, maintenant, à l'instant présent. Après, ce que vous en penserez plus tard, c'est autre chose parce que votre conscience a changé. Mais au moment où vous le faites, faites-le du mieux possible. Si il n'y a rien qui dépend de vous à ce moment-là et que vous savez que par contre, il va falloir faire quelque chose à 3 jours, au lieu de le garder dans votre tête, vous prenez votre super smartphone parce qu'on en a tous maintenant et dans 3 jours, vous mettez un rappel, faire ce que vous avez à faire et à ce moment-là, vous le ferez de la meilleure façon possible. Et après, vous regardez, une fois que vous l'avez fait de la meilleure façon possible, ok, est-ce qu'il y a encore quelque chose qui dépend de moi là-dedans? Oui, non. Et on recommence jusqu'à ce qu'on ait épuisé le truc. Et après, on peut continuer comme ça avec le deuxième sujet. Ok, le deuxième sujet, il me raconte quoi? Que en l'an 425, j'ai volé une bille à Pierre. Ok, est-ce que c'est au moment présent? Non. Est-ce que je peux y faire quelque chose? Non. Ah, on s'en fout. Libérez-vous des vieux machins qui vous servent à rien, des vieilles culpabilités qui vous servent à rien. Après, s'il y a des culpabilités qui vous pèsent, que vous avez essayé d'éliminer, mais qui restent là, c'est qu'il y a encore quelque chose à faire dessus. Et dans ce cas-là, c'est intéressant de descendre justement en introspection, voir dans la structure qu'est-ce qui fait que cette culpabilité-là est encore présente. C'est qu'il y a un dossier qui est encore ouvert. Moi, je parle souvent de dossier, mais c'est qu'il y a un endroit où il y a un truc qui dit je suis là, tu pourras pas te débarrasser de moi, je suis encore là. Donc, tant que tu passeras pas par l'étape où tu vas venir m'écouter, eh ben, tu vas continuer à culpabiliser. Donc, ce qui est important dans tout ça, c'est que je mets beaucoup d'humour dedans parce que on a tendance humainement à beaucoup dramatiser. Et tant qu'on est dans le drame de notre vie et qu'on entretient je sais pas comment dire ça pour que ça soit pas mal pris, mais bon, c'est humain en fait. L'humain a tendance à entretenir le drame de sa vie. On a tous un drame dans notre vie et en fait, on a 2 solutions. C'est soit ce drame, on le nourrit, alors que probablement, si vous regardez s'il y a encore quelque chose qui dépend de vous et que vous pouvez faire à l'instant présent, il n'y a probablement rien du tout. Donc, à un moment donné, il faut accepter de se mettre face à la réalité et de se dire, OK, pour quelle raison est-ce que je continue d'entretenir ce drame-là alors qu'il n'existe plus? Alors, je sais, c'est pas toujours facile à entendre, mais à partir du moment où il est passé et qu'on peut plus rien en faire, il n'existe plus. Après, là encore, comme la culpabilité, s'il y a quelque chose qui reste et que vous n'arrivez pas à vous en débarrasser, dans ce cas-là, il faut être courageux, quitte à avoir quelqu'un qui vous accompagne pour aller voir qu'est-ce qui est encore là, qui est encore ouvert et qu'on n'est pas allé regarder et qui fait que ça vous lâche pas la grappe. Parce que c'est un peu comme ça que ça se passe. Hein. Le mental, il ne vous lâche pas la grappe jusqu'au moment où, là encore, vous allez voir ce qui se passe. Souvent, c'est cette stratégie de comme tel élément me gêne, je vais développer tout un tas de stratégies pour pas le voir, pour l'occulter, pour le nier, qui fait que vous vous emprisonnez dans votre propre système. Parce que c'est comme si vous vous obligiez à ne pas voir la vérité et la réalité telle qu'elle est, parce que vous avez l'impression qu'en faisant semblant que c'est pas là, ça va vous aider à vous libérer. Mais c'est faux. Vous êtes en train de vous mentir à vous-même. Ce qui est là, ce qui était là, et à partir du moment où on reconnaît là où on en est par rapport au moment présent où on se trouve et qui est encore présent, que ce soit physiquement ou dans le ressenti, c'est que c'est présent. Et à ce moment-là, il faut aller le rencontrer. Il ne faut pas faire semblant que c'est pas là. Alors bien sûr qu'il y a la notion de peur souvent qui vient vous titiller en vous disant oui mais si je vais là-dedans, je vais revivre le même drame, ça va être difficile ou qu'est-ce qui va en sortir. La seule chose qui peut en sortir, c'est ce qui fait partie de vous. C'est déjà en vous. Qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe de pire? C'est déjà là. C'est juste accepter de dire, ok, dans ma cave, il y a un truc qui a moisi,
ça pue, j'ai pas envie de le garder. Donc arrêtons d'essayer de calfeutrer la porte de la cave pour plus avoir l'odeur. À un moment donné, il faut descendre avec même un projecteur lumineux si vous voulez, si ça vous rassure, mais on descend, on le prend et on va le mettre à la poubelle parce que ça sert plus à rien de le garder. Wow. Mais effectivement, ça demande un accompagnement ou un certain courage. Emmanuel demande, qu'entendez-vous par le cœur unifié? Alors, j'ai dit ça, cœur unifié? Alors, le cœur unifié, ah ouais, des fois je dis des trucs, je me rends même pas compte. En fait, il y a deux manières de voir le cœur. Il y a voir le cœur comme le centre de nos émotions et être dans comment dire ça, dans l'excès de sentimentalisme quelque part et dans le côté où on s'écoute un peu trop. Mais dans le côté on s'écoute un peu trop dramatique. Je parlais du drame de la vie tout à l'heure, mais un peu dans le... C'est un peu le cœur, mais le cœur plaintif, on va dire. Quand on est dans un système de cœur unifié, c'est qu'à un moment donné, on est dans ce cœur, mais au niveau au-dessus. Alors c'est pareil, là, ça va être un peu... On monte vers l'âme, on est plus dans l'âme et dans l'esprit qui va venir en fait fertiliser notre âme. On n'est plus en dichotomie, c'est qu'à un moment donné, en fait, on est complètement aligné avec soi et on a réintégré en fait tout ce qui fait partie de soi. C'est ce qu'on peut appeler la descente en fait de l'esprit, mais c'est pas l'esprit, notre mental d'en bas. On est vraiment dans la structure supérieure en fait de l'humain où il va y avoir cette fertilisation en fait entre la partie, on va dire, féminine et masculine de notre être supérieur qui va permettre d'avoir plein d'enfants divins, plein de fruits divins, plein de choses géniales. Et quand on est dans cette situation-là, en fait, tout est possible. Super, merci. Bon, alors, il y a certaines questions, je pense que ça a été répondu du coup au fur et à mesure. Et Chris demande, pouvez-vous définir la complétude, pardon? Alors, je pourrais faire une conférence complète sur la complétude, mais je vais essayer ça de façon courte. On entend beaucoup parler de cette notion de division de l'être. C'est-à-dire qu'il y a plein de sources différentes qui disent que initialement on a été divisé en deux, et souvent on le retrouve d'ailleurs quand on parle du couple, et que la quête effrénée de l'humain, c'est d'aller chercher son autre moitié. Donc quand on est une femme, souvent c'est un homme, et quand on est un homme, c'est une femme, et d'aller chercher cette autre moitié pour retrouver cette fameuse complétude. Et je crois comprendre que Chris parle d'un autre moment dont j'avais parlé de la complétude, qui n'est pas ce soir, où j'expliquais que ce qui est important, c'est de pouvoir retrouver soi-même cette complétude, mais de façon entre guillemets autonome. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de nous, quand on ne s'arrête pas sur la partie matérielle où je suis Laetitia et je suis une femme, je rentre dans quelque chose d'autre, c'est-à-dire, ok, je suis Laetitia, mais je suis plus que ça. Et de toute façon, à l'intérieur de moi-même, j'ai une part féminine et j'ai une part masculine. Et en plus, moi, personnellement, j'ai eu une part masculine beaucoup plus développée au départ qu'il a fallu rééquilibrer. Donc, c'est quelque chose sur lequel j'ai dû vraiment cheminer. Et la complétude, c'est cette partie-là où on va aller reconnaître toute notre part féminine et toute notre part masculine. Sachant que l'une et l'autre a tout un tas de facettes différentes. Chez la femme, on va avoir la femme qui est révoltée, ça peut être l'Amazone, ça peut être l'insoumise, ça peut être la mère, ça peut être la fille, ça peut être... il y a la soumise et l'insoumise et la soumise, et il y a toutes ces phases-là. Et il y a celle qui va être proche de la nature, proche des éléments, qui va être dans la créativité, qui va être dans la réceptivité. Et toutes ces phases-là
font partie de la part féminine. Et du côté de la part masculine, il va y avoir effectivement peut-être le guerrier, mais il va aussi y avoir fuyant, il va y avoir la partie plus guerrier, un peu Mars, la partie plus solaire qui va avoir besoin de briller, d'être dans quelque chose peut-être parfois d'un peu trop orgueilleux. Et c'est toutes ces facettes-là qui existent. Et en fait, la complétude, c'est de réussir à accepter qu'on est tout ça et qu'on peut être tout ça en même temps et de trouver un équilibre sur toute cette multiplicité de facettes pour être soi, complet, aligné, sans manque. Il y a surtout cette notion de il n'y a plus de manque. On est arrivé dans un état où on est capable de répondre à nos propres besoins. Et ce qui est génial quand on est dans cette situation-là, dans cet état-là, c'est que du coup, on ne va pas aller à la quête de la relation vers l'autre pour répondre à un besoin. On est dans la relation à l'autre parce qu'on aime bien être avec, ou parce qu'on aime bien partager avec, ou parce que c'est joyeux, ou c'est rigolo, et que simplement, ben voilà, c'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus naturel, et du coup, on va pas entrer dans cette espèce de mendicité, du s'il te plaît, réponds à mon besoin, et parce que malheureusement, pour la grande majorité des humains, on est dans cette situation-là. Je me mets dedans, hein, même si j'ai pas vraiment l'impression d'être dedans, mais c'est pas grave, par solidarité, j'y vais. Le côté où, quand on a un besoin, on va aller le quêter auprès de l'autre, alors qu'en fait, on a déjà, nous, intérieurement, tout ce qu'il faut. C'est juste qu'il y a une part de nous, peut-être, qu'on n'entend pas, ou qu'on ne veut pas reconnaître, ou dont on n'a pas connaissance. Simplement, on n'a jamais rencontré cette partie-là, elle est endormie, elle a besoin d'être réveillée, de croître, de développer, et ça va pas changer qui on est intrinsèquement, parce que souvent je suis confrontée à cette peur de oui, mais si je change ce comportement et cette attitude, ça va plus être moi. Et je le rencontre sous plein de formes différentes. Quelqu'un qui va me dire oui, mais je suis timide. Oui, mais si je suis plus timide, c'est que je suis plus moi. Ben non, tu peux être toi, mais tu peux exprimer ton toi de manière différente, mais qui soit ajustée avec justement qui tu es. Tu n'es pas obligé de devenir l'antithèse de toi-même. On n'est pas dans le blanc et le noir, il y a tout un tas de nuances de gris et de niveaux différents, et on va pouvoir rajouter des paillettes ou un peu de couleur au milieu du gris. Tout est possible. Mais c'est vrai que c'est souvent difficile de pouvoir s'autoriser à s'ouvrir à tout le champ des possibles qu'on ne connaît pas, justement parce qu'on ne le connaît pas. Et l'humain a du mal à faire ça, parce que dès le départ, la manière dont on perçoit la vie et dont on donne de la signification aux choses, ce qu'on appelle l'interprétation, on le fait nécessairement par rapport à notre passé. On le fait par rapport à ce qu'on a appris. Là, je sais que c'est un fauteuil, ça s'appelle un fauteuil, parce que un jour de ma vie, je sais pas quand, hein, je ne saurais pas vous le dire, on m'a expliqué que quand il y a un truc comme ça, qu'il y a 4 pieds et qu'il y a un coussin dessus et je peux m'asseoir et qu'il y a des accoudoirs sur les côtés comme ça et que je peux m'adosser, c'est un fauteuil. Sinon, ça s'appelle autrement. Sinon, ça pourrait être rien. Ça pourrait avoir pas de nom. Mais j'interprète cet amas blanc comme étant un fauteuil parce que mon passé m'a appris qu'on appelait ça un fauteuil. Et du coup, c'est pour ça que c'est tellement difficile d'être dans cette situation de liberté. Parce qu'à un moment donné, ben, on sort de notre zone de confort, on sort de notre zone mentale où on peut donner des significations, parce que c'est le mental qui donne des significations. Et finalement, il faut accepter de rentrer dans un monde où il y a des éléments qui sont inexplicables, non tactiles, sans interprétation mentale, et que pour autant ça existe et ça rend libre. Et ça, c'est pas toujours simple. Je te remercie car elle ne comprenait pas cette notion. Et je vous rappelle, puisque là nous sommes pour l'instant au bout des questions, le cycle d'ateliers proposé donc par Laetitia, donc 3 ateliers. Le premier qui aura lieu en direct le jeudi 16 janvier à 20h30, qui s'intitule Être. C'est un atelier donc pour aborder les sujets et les thèmes qui touchent à votre identité, vos valeurs et votre projet de vie, ainsi que votre travail ou votre activité de vie. Le second atelier sera le jeudi 6 février à 20h30. Il s'appelle S'aimer.
C'est un atelier pour aborder les questionnements et les problématiques liées à votre rapport à l'amour, l'amour que vous vous offrez, celui lié à votre couple ou à votre vision du couple. C'est aussi un espace pour aborder tout ce qui est lié à votre vie de femme ou d'homme et votre sexualité. Et pour terminer, eh bien, l'atelier 3 aura lieu le jeudi 5 mars, toujours à 20h30. Il s'intitule Donner du sens. Et donc cet atelier qui clôturera ce cycle sera le moment de se poser sur soi, enfin, sur vous et votre rapport au monde et à l'univers qui se joue à travers vos relations. Les relations en lien avec votre famille et les autres et votre spiritualité. Vous pourrez aussi d'ailleurs au cours de l'atelier parler de tout ce qui vous préoccupe et tout ce que vous souhaitez voir abordé, même et surtout si cela est au-delà des conventions, des étiquettes et du reste. Il y aura également entre chaque atelier des exercices donnés par Laetitia pour que vous puissiez mettre en application tout ce que vous aurez vu. Chacun pourra prendre la parole, hein, je vous le rappelle, puisque Laetitia nous a promis qu'il n'y avait pas de durée maximum. Donc, même si vous êtes 20, eh bien, même la 20e personne pourra également s'exprimer. Donc, ce sera absolument parfait pour tous. Et vous pourrez aussi vous enrichir effectivement des échanges en collectif. Si toutefois vous ne pouviez pas assister au direct, vous aurez bien entendu des replays et je suis certaine que vous pourrez poser vos questions quand même à Laetitia. Vous les ferez passer peut-être à l'Académie de la Nouvelle Vie qui transmettront. Sachant que vous pouvez le faire avant l'atelier, hein, dans les précédents ateliers, notamment quand on avait enregistré les ateliers de développement et de cheminement spirituel, hein, qu'on avait fait pendant toute l'année dernière. Il y a des personnes qui systématiquement m'envoyaient des messages avant pour que je puisse répondre pendant l'atelier aux questions qui étaient soulevées. Et je trouvais ça bien. Voilà, donc surtout que les dates ne soient pas un frein pour vous. Il faut bien à un moment donné choisir une date. On sait que certains d'entre vous ne pourront pas être disponibles, mais voilà, les replays et la possibilité de poser vos questions avant ou après. Donc c'est merveilleux. Pour ça, bah, si vous êtes en direct, vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton Je découvre le programme de Laetitia. Et si vous nous voyez en replay sous la vidéo, il y aura également un bouton pour accéder à tout le programme. Et donc, bah, si vous voulez être en direct, dépêchez-vous, hein, puisque c'est dans quelques jours le premier direct. Alors, on réfléchit pas, on fonce là, c'est l'année 2020 où il faut y aller là. On brise les peurs. Ben justement, Chris nous dit, on devient libre quand on se libère de nos peurs, entre autres. Et ben voilà, brisez déjà toutes vos peurs qui vous empêcheraient là, maintenant, tout de suite, de cliquer sur le bouton et d'assister aux ateliers. Et allez-y, ce sera déjà un super beau premier pas franchi pour cette année 2020. Et avant qu'on clôture, je voulais vous rappeler en fait que pour vivre, puisque c'était la proposition aujourd'hui, c'était libérez-vous et vivre, il y a des choses assez simples pour vivre et vraiment goûter à la vie. Il y a toute la partie des activités créatives. Vous pouvez danser, chanter, peindre, écrire des poèmes, faire le clown avec vos enfants, de la pâte à modeler, etc. Il n'y a pas de limitation sur cette partie-là, ou de la sculpture, de la poterie, enfin, il y a la photo, il y a plein de choses. Mais il y a aussi toutes les activités physiques et sportives. Il y a beaucoup de gens, par exemple les hommes, beaucoup, qui retrouvent le goût de vivre en commençant à faire de la plongée ou en allant randonner ou en faisant de l'escalade, parce qu'il est possible aussi de rentrer dans des états méditatifs en faisant ces activités-là. Il y a aussi, et on va pas passer à travers, hein, mais les activités plus spirituelles comme méditer, contempler, boire le soleil. C'est génial de boire le soleil. Et pour ceux qui connaissent pas, je vous en parlerai probablement. Et il n'y a pas de limitation, parce que la réponse idéale à ce qui vous rend vivant et qui fait que vous vous sentez vivant, mais on va dire de manière constructive et sans limite. Et ces activités-là de ressourcement, c'est celles qui font que vous vous sentez en vie et vous goûtez à la vie, et ça vous rend dynamique, plein d'énergie, rayonnant, et c'est génial. Donc profitez-en, il y a plein de choses
là, disponible, hein, parce qu'il y a des choses qui sont simples et vous pouvez faire tout le temps, à partir du moment où vous vous autorisez et vous acceptiez de libérer du temps pour ne rien faire, mais être dans cette activité de vie qui vous nourrit. Et ça, c'est génial. Oui, ben, c'est vraiment... Voilà, déjà, si vous suivez les conseils de ce soir, ça sera fabuleux. Et puis, ben, si vous voulez vraiment avancer, aller plus loin, eh bien, cliquez sur le bouton, rejoignez les ateliers de Laetitia. Elle vous y attend avec un grand plaisir et avec tout le naturel que vous avez vu ce soir, hein, cette douceur empreinte de fermeté, comme on avait parlé au départ, avec ce sourire authentique. Avec l'accent du Sud, hein? Et ça revient. C'est que j'habite dans le Sud, alors par moment, j'ai des petits oups du Sud qui arrivent. C'est comme on est en janvier, en plus, ça met du soleil si vous nous regardez dans des régions un peu moins chanceuses, on va dire, que nous. En tout cas, ça a été un plaisir de débuter cette année avec toi, Laetitia, sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Je sais qu'on va te recevoir très très bientôt à nouveau et ce sera avec un grand plaisir. À tout le monde, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci d'avoir été là avec nous. Bravo à tous ceux qui se sont déjà inscrits pour ce cycle de 3 ateliers, donc sur 3 mois avec Laetitia. Et donc, ben, bonne soirée, à très très bientôt et merci encore pour tout votre amour et votre présence. Merci à tous, très belle soirée, puis je vous dis à bientôt et comme d'habitude, hein, c'était un plaisir d'être avec vous. Merci pour vos questions, vos partages et tout le reste.